Économie le max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, les réserves financières de la Grèce qui s'épuisent inexorablement. Et après Bruxelles, c'est le G20 qui l'a martelé ce week-end. Athènes doit présenter une liste de réformes pour obtenir le déblocage de l'aide de ses créanciers. Se dirige-t-on vers une sortie de la Grèce de la zone euro? Y a-t-il un plan B? Élément de réponse dans un instant. Et puis le débat du jour, faut-il croire aux promesses du TTIP? On parle du projet de libre-échange Europe-États-Unis, 100 milliards de dollars de richesses supplémentaires annoncées pour chacune des deux parties. Pourtant, les inquiétudes se manifestent de plus en plus. Pourquoi? Franck Khalifa et Michael Gabay seront avec nous. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Passons en revue avant cela l'essentiel de l'actu éco-international et les résultats d'abord des législatives en Finlande. Victoire hier des centristes avec 21% des voix et défaite pour le Premier ministre sortant Alexander Stubb, 18% pour le Parti conservateur. La prochaine coalition aura pour premier objectif la relance d'une économie en crise et qui a connu en 2014 sa troisième année consécutive de récession. Chômage au plus haut depuis 12 ans à 9%, baisse des exportations, repli aussi des investissements et de la consommation. Le futur chef du gouvernement a averti durant la campagne, la rigueur, les coupes budgétaires se poursuivront. La situation en Finlande est très difficile et il faudra un projet sur environ 10 ans pour remettre le pays sur pied. Nous aurons besoin d'un mélange de coupes budgétaires, de réformes et de croissance. Voilà, une promesse, 200 000 emplois créés en 10 ans pour ce pays de 5,5 millions d'habitants. Autre titre, la première livraison par la France d'un convoi d'armes commandé par le Liban et financé à hauteur de 3 milliards de dollars grâce à un don de l'Arabie Saoudite. Il s'agit de soutenir le pays du Cèdre face à la menace djihadiste. La réception a eu lieu ce matin, vous le voyez, sur la base aérienne de Beyrouth, en présence des ministres français et libanais de la Défense. La première livraison qui nous rassemble aujourd'hui est le début d'un cycle qui fait entrer le Liban et nos relations bilatérales de défense dans une dimension nouvelle dont nous avons toutes les raisons de nous féliciter. Et au total, 250 véhicules de combat, 3 corvettes et 7 hélicoptères Cougar doivent être fournis, entre autres équipements militaires, d'ici 4 ans. Pendant ce temps, au Pakistan, arrivée triomphale ce lundi pour Xi Jinping. Le président chinois est arrivé avec 46 milliards de dollars de projets d'investissement qui visent à transformer l'économie d'un allié devenu stratégique en Asie. Et priorité à l'énergie, le Pakistan, 200 millions d'habitants, veut doubler ses capacités de production. 11 milliards devraient également être consacrés aux infrastructures. L'an dernier, les échanges entre Pékin et Islamabad ont dépassé les 12 milliards de dollars, 6 fois plus qu'il y a 10 ans. Et le rapprochement entre ces deux géants démographiques semble bien accueilli sur place. L'amitié entre la Chine et le Pakistan est très bonne. Nos politiciens devraient maintenir cette bonne relation et ne pas se lier avec l'Amérique. Car l'Amérique n'est pas notre ami sincère. La Chine est un très bon ami. Une croissance attendue à 4,3% cette année au Pakistan. D'après le FMI, notez aussi que le Venezuela, actuellement à court de liquidité, a reçu hier 5 milliards de dollars de financement en provenance de Chine. En bref, sachez qu'en parallèle de ces négociations avec l'Europe, on en parlera tout à l'heure, les États-Unis sont aussi à pied d'œuvre pour faire avancer le projet de libre-échange transpacifique. Hier, des entretiens avaient lieu à Tokyo entre le représentant américain du commerce et le ministre japonais de l'économie. Une alliance entre les deux pays constituerait bien sûr la pierre angulaire de ce traité, dont la Chine, on le rappelle, est absente. Alors pour l'heure, les obstacles se situent toujours autour de l'agriculture japonaise et du marché automobile américain. Affaire à suivre. Et puis un mot de l'ouverture aujourd'hui à Jakarta du sommet Afrique-Asie, 77 pays représentés, avec cette année le 60e anniversaire de la naissance du mouvement des non-alignés. Ce lundi a été consacré à des rencontres ministérielles. Demain, ce sera l'économie. Nous voulons une Asie et une Afrique stables, démocratiques et prospères, et respectant les droits de l'homme. Et nous voulons voir de l'égalité en Asie-Afrique et dans le monde. Croître ensemble est un impératif. Nous devons faire de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire, des moyens de grandir et de se développer ensemble. La Grèce se dirige-t-elle vers sa sortie de la zone euro? De plus en plus, la question se pose au vu de la lenteur à laquelle évoluent les négociations entre Athènes et ses créanciers. Et on l'a vu à nouveau ces derniers jours à Washington, les grands argentiers du G20 ont rappelé à l'ordre le gouvernement de Tsipras. Faute de vraies réformes, l'aide financière vitale, condition bien sûr d'un maintien dans la zone, ne sera pas versée. Le point sur ces pressions avec Johanna Citruc. Ils se sont réunis en fin de semaine dernière à Washington, les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales des pays du G20. Au menu des discussions,
La lutte contre le réchauffement climatique, la divergence des politiques monétaires et la volatilité des marchés financiers. Mais un autre sujet s'est invité à ce sommet, la Grèce. Les négociations entre Athènes et ses créanciers sont au point mort. Chacun campe sur ses positions. Nous allons faire des compromis, nous allons faire des compromis et nous allons faire des compromis afin de parvenir à un accord rapide. Mais nous n'allons pas nous compromettre, ce n'est pas pour cela que nous avons été élus. Des compromis, car en juin, Athènes doit faire valider par ses partenaires européens une liste de réformes. Des mesures destinées à redresser l'économie du pays et qui lui permettront de recevoir la dernière tranche d'aide de son plan de sauvetage. 7,2 milliards d'euros. Une somme vitale pour la Grèce qui manque déjà de liquidités et doit pourtant rembourser au FMI un prêt de 950 millions d'euros avant le 12 mai. L'État est à court de liquidités, oui. En ce moment, ils cherchent de l'argent partout où ils peuvent en trouver. Mais je pense que nous en avons assez pour survivre. On verra vraiment en juin. Parce qu'à la fin, nous allons avoir besoin d'un nouvel accord et si nous n'y parvenons pas, alors là oui, nous allons manquer d'argent, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public. Et ensuite, la seule solution sera d'avoir notre propre monnaie et de commencer à imprimer de l'argent. Résultat, un Grexit, autrement dit la sortie de la Grèce de la zone euro, devient de plus en plus discuté et surtout de plus en plus probable. Mais ce scénario pourrait s'avérer dévastateur pour Athènes. Le scénario du Grexit va être complètement catastrophique pour le pays. Je ne veux même pas l'imaginer. Et je veux être très clair, il n'y a pas de mandat pour un défaut de paiement. Il n'y en a pas pour un Grexit. Vous devez savoir que 80% du peuple grec souhaite que le pays reste dans la zone euro. Un risque également de contagion pour les pays périphériques comme l'Espagne, l'Italie ou encore le Portugal. Des conséquences notamment sur les marchés obligataires avec une hausse des taux d'emprunt. La Grèce doit remettre sa liste de réformes d'ici le 24 avril, avant le sommet de l'Eurogroupe organisé à Riga. Voilà des réformes attendues essentiellement pour l'heure sur la fiscalité et les privatisations. On rappelle le montant de la dette grecque, 320 milliards d'euros. Allez, on se penche à présent sur les projets, les méga-projets de libre-échange. Ils divisent, comme on l'a vu durant le week-end, avec plusieurs centaines de manifestations un peu partout dans le monde, comme ici vous le voyez en Allemagne. On va s'intéresser en particulier à celui qui unirait les marchés européens et américains, États-Unis bien sûr, le TTIP. Alors l'idée est d'harmoniser les règles commerciales et surtout relancer la croissance. Alors pourquoi une telle opposition? C'est ce que semble se demander Barack Obama. 95% des marchés mondiaux se trouvent en dehors de nos frontières. Les marchés en plus forte croissance sont en Asie. Si nous ne contribuons pas à l'élaboration des règles pour que nos entreprises et nos travailleurs soient compétitifs sur ces marchés, alors la Chine écrira ces règles. Et elles avantageront les entreprises et travailleurs chinois. Voilà, la menace chinoise et des propos tenus à Washington en présence de Matteo Renzi. On va accueillir nos invités. Michael Gabay, bonjour. Bonjour. Économiste. Et puis le docteur Franck Khalifa, bonjour. Professeur certifié hors classe d'économie. Alors messieurs, un marché commun, on va citer les chiffres, 800 millions de consommateurs, 100 milliards de dollars de richesse créée par an pour chacune des deux parties avec ce TTIP et 2 millions d'emplois supplémentaires, 120 000 pour la France. Alors ça c'est pour les promesses. Sur le papier, est-ce que les deux parties ont vraiment à y gagner? Franck Khalifa d'abord. Attention aux mots. On parle marché commun, c'est tout simplement une zone de libre-échange. C'est une pâle imitation, vous avez compris déjà dès que je parle, je suis un petit peu en opposition à cet accord. C'est une pâle opposition de ce qu'a été l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américain. Ouais. Et aujourd'hui, je n'y vois pas trop de gagnants. Je sais que c'est un poids en termes, c'est à peu près 50% du PIB mondial. Ouais. Mais les deux régions ensemble. Oui, les deux régions ensemble. Alors c'est clair qu'on peut, toujours dans tout ce genre d'accords, c'est les plus forts qui se retrouvent renforcés et les plus faibles qui se trouvent affaiblis. Maintenant, il y a certains pays dans la zone européenne qui peuvent trouver des facteurs de croissance à ce niveau-là. On peut penser à des pays comme l'Espagne ou comme le Portugal ou l'Italie qui sont quand même des pays producteurs avec une main-d'œuvre relativement basse, qui peuvent profiter justement de cette capacité à exporter vers de nouveaux marchés que représenteraient les États-Unis. Et aujourd'hui, l'emploi étant un facteur très important dans la zone européenne, une création de 2 millions d'emplois, c'est pas anodin. 120 milliards de bénéfices pour la zone euro. La zone euro, peut-être, ne peut pas forcément vraiment se permettre de refuser cet accord. On a besoin pour l'instant. C'est quelque chose, encore une fois, c'est plus, à mon avis, c'est plus l'Europe qui a besoin dans cet échange-là. Le problème, c'est que c'est plus les États-Unis qui vont avoir à y gagner. Ouais.
c'est un peu le problème de ce mariage un peu contre nature. Alors, vu votre avis, Franck Elfi ? Moi, je voudrais un petit peu revenir sur cet accord-là, enfoncer le clou. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de division internationale du travail. Aujourd'hui, on parle de décomposition internationale du processus productif. Donc, qu'est-ce qui a caché derrière cet accord ? C'est le rôle des FMN, des transnationales. Et c'est pas sûr que justement les transnationales, puisqu'elles sont capables de faire monter un produit ici, le produire ailleurs, etc., c'est pas sûr que ça se traduise en termes d'emploi pour l'Europe. Moi, je n'y crois pas. Justement, à côté de ces considérations macroéconomiques dont on en parlait, ce libre-échange potentiel, il a un coût, et c'est pour ça qu'il suscite d'ailleurs de l'opposition, coût social, avec sans doute une dégradation des conditions des salariés, et puis coût en termes de normes sanitaires, sécuritaires, réglementaires, le règlement des litiges notamment, c'est ça qui vous inquiète ? Ça m'inquiète, sans compter aussi il va se heurter, on va en parler des normes sociales, mais il va aussi se heurter aux barrières constitutionnelles et juridiques, et ainsi il y a des grands principes publics, comme le principe de précaution, le principe de prévention. Or, on sait que les Américains sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus larges que nous sur ces problèmes-là. Donc il y aura effectivement... Peut-être le pouvoir plus entre les mains du privé que du public. Michael Gabaye, c'est ça aussi ? Quelque part, ça peut être aussi l'amorce de grandes réformes qui doivent être faites dans des pays européens, sur le niveau du marché du travail, etc. Mais c'est le consommateur et c'est le salarié qui y perd, finalement. Pas forcément, puisqu'on voit bien que des fois, l'excès de droit lèse aussi le salarié. Quand on a un droit, il perd un droit du travail qui est beaucoup plus simple, un code du travail beaucoup plus simplifié, comme en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis, on a des taux de chômage qui sont inférieurs. Et des fois, souvent, trop de protection de l'emploi amène les sociétés à ne plus employer. Donc quelque part, ça peut être aussi le facteur qui va permettre d'enclencher des réformes et peut-être d'alléger d'un côté pour pouvoir rigidifier de l'autre, et que des pays comme la France, avec des codes du travail qui sont extrêmement complexes, aillent en s'assouplissant, et d'un autre côté puissent gagner d'autres points, par exemple sur la santé publique ou sur le social, et se permettre de faire... parmi les peurs des Européens, on le sait, il y a les OGM, le bœuf aux hormones. Voilà, est-ce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, les Européens vont sortir perdants, c'est-à-dire que toutes ces marchandises vont arriver de toute façon en Europe avec ce... Encore une fois, ça reste un risque. C'est un risque. Il y aura des amendements peut-être ? C'est un risque, à partir du moment où on est en zone... Encore une fois, c'est le cœur des négociations. On ne peut pas savoir, c'est un accord qui est en négociation depuis les années 90. Si c'était simple, ça ferait longtemps que ça aura été fait. C'est un accord qui est extrêmement complexe, il y a beaucoup de sujets. Mais plus l'accord est global et plus il est complexe. À votre avis, Franck Elfi ? Cet accord n'est pas encore fait. Il faudra attendre encore l'accord de l'UE, et on sait très bien que déjà Tsipras s'est prononcé déjà contre, et peut émettre un droit de veto contre cet accord. Il ne faut pas oublier non plus que cet accord est assez opaque. Il est né quand même de transactions secrètes. Alors moi j'ai une question juste à poser comme ça à nous trois, mais c'est quand même assez bizarre aujourd'hui de voir, sans tomber dans le complot international, de voir ce rapprochement en termes de taux de change, parce que n'oubliez pas qu'il y a une gestion concertée des taux de change, entre le dollar tout d'un coup et l'euro, et le parité, au même moment. À surveiller peut-être. Alors, globalement, est-ce que vous pensez que ce type de projet de libre-échange, finalement, c'est aussi le fruit de la crise financière de 2008, ou aussi peut-être de la concurrence des standards chinois, comme l'a dit Obama tout à l'heure ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une volonté de la part, là je prends position, c'est de la part des États-Unis, qui a toujours vu l'UE comme un protectionnisme offensif, de récupérer pour parler un peu trivialement, cette part, ce grand marché unique, et le récupérer au profit justement de NAFTA. Vous êtes d'accord, Michael Gabaye ? Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un protectionnisme entre guillemets judéo-chrétien, ou en tout cas de l'Orient, enfin de l'Occident, pardon, tel qu'on conçoit, qui voit les menaces. On peut parler du monde islamique, on peut parler de l'Asie, etc., qui sont des blocs qui sont en train d'émerger en termes de force. Et peut-être, on peut trouver, c'est peut-être plus dans le subconscient des négociations, le fait que l'Occident se regroupe, s'allie pour justement faire face à des menaces qui sont extérieures. En tout cas, beaucoup de projets de libre-échange à travers le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On va passer maintenant au Media Watch. Et Uber fait encore parler de lui jusque dans la revue de presse Écho. Uber, le spécialiste bien sûr de la voiture avec chauffeur. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Et Uber qui veut justement récompenser les meilleurs de ses chauffeurs. Oui, c'est un vieux principe qu'Uber a mis en place, offrir des récompenses donc pour booster ses équipes, pour pousser ses employés à être toujours meilleurs. Alors comment ça fonctionne ? Chaque semaine, 2 chauffeurs sont sélectionnés. Le premier en fonction du nombre de courses effectuées et le deuxième, il est sélectionné par les passagers directement pour s'être différencié de ses confrères. Et les 2 heureux gagnants reçoivent une carte cadeau American Express d'une valeur de $1000 ainsi que quelques gadgets à l'effigie de l'entreprise comme par exemple des chapeaux, des médailles, des vêtements. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que la concurrence est rude puisque ce système fonctionne au niveau international et je vous rappelle David Uber que c'est actuellement 300 villes dans 56 pays à travers le monde. Aux grandes dames bien souvent des taxis. Et puis direction Joanna, le Royaume-Uni avec la naissance imminente du prochain bébé royal et ça pourrait faire du bien à l'économie britannique. Oui, Kate Middleton arrive au terme de sa 2e grossesse
grossesse dans quelques jours, le 25 avril précisément. Et selon les experts, ce nouveau bébé royal devrait booster les ventes britanniques. Alors dans le détail, il y aura premièrement les ventes des gâteaux, des boissons, notamment des boissons alcoolisées pour célébrer la naissance le jour même de l'événement. Ensuite, il va y avoir toutes les ventes des produits dérivés, donc comme par exemple les mugs, les casquettes, les gadgets, tous différents les uns des autres. Et puis pour terminer, à long terme, eh bien, il y aura les ventes des vêtements portés par l'enfant, mais aussi des jouets qu'il utilise. En tout, l'impact est estimé à environ 65 millions de livres, donc ça fait près de 100 millions de dollars. Une bonne nouvelle donc pour le Royaume-Uni, même si ce n'est pas encore les ventes générées par la naissance du précédent bébé du prince George en 2013, plus de 370 millions de dollars. Des jolies sommes tous là. Merci beaucoup, Johanna. Et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Économie, le MAG revient demain sur i24 News. Merci d'avoir été avec nous. L'agriculture high-tech, made in Israël, qui sera au programme notamment. Restez avec nous, l'info continue.